Diversité, équité, accessibilité et inclusion dans les musées. Comment nos établissements s'engagent-ils à accueillir toute personne sans discrimination? C'est le thème du jour de Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs. L'inclusion, comment passer à l'action? Pour nous éclairer sur ce sujet, mon invitée, Vanessa Mignan, bonjour. Bonjour. Vanessa, tu es formatrice et consultante indépendante en France et en Europe. Tu accompagnes entre autres les musées et centres de sciences sur ces questions d'inclusion. Nous en parlerons dans quelques instants. À mes côtés, comme toujours, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Lauriane nous parlera du musée des Beaux-Arts de Toulouse, le musée des Augustins. Et Mariette nous fera découvrir un projet européen qui travaille actuellement sur le développement d'outils pour des institutions plus inclusives. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti. Alors Vanessa, pour commencer, petite mise au point sur ce thème inclusion. C'est un terme qui est omniprésent dans les institutions culturelles, mais il est aussi assez flou, il me semble. Chacun y met ce qu'il veut. On parle de quoi quand on parle d'inclusion? Enfin, qu'est-ce que toi tu y mets derrière ce terme? Alors moi, effectivement, j'ai aussi ce sentiment que le mot inclusion, il est utilisé de façon assez floue. On n'a pas tous la même définition de l'inclusion. Pour moi, c'est avant tout un processus actif pour permettre à tous et à toutes de participer pleinement à la citoyenneté et, dans le cadre des musées, aux activités culturelles. Je pense que c'est aussi un mot qui sert pour éviter d'en utiliser d'autres avec lesquels par exemple, je sais pas, les pauvres, d'accord, les noirs. Ouais. Voilà, il y a des mots avec lesquels on est moins à l'aise et on préfère parler d'inclusion, comme ça crée un peu un flou, on sait de quoi on parle un peu, pas trop. Et du coup, pour toi, c'est quoi un musée inclusif? Est-ce que c'est un musée qui vraiment va mettre en place tout ce qui est possible pour tous les publics, ou déjà, si on commence à mettre en place des petites choses, on est un musée inclusif? Alors, pour moi, un musée inclusif, c'est certainement pas un musée qui met en place des petites choses. Ah. Je pense que souvent, on pense à un accès occasionnel de certains publics. Donc, on va avoir des programmes pour des personnes en situation de handicap. Il y a des programmes pour des jeunes enfants autistes, par exemple, avec des heures d'accueil. Je dis pas que c'est pas des bonnes choses, mais je dis que si on essaye de se projeter dans ce que serait un musée inclusif, je pense que c'est un musée qui a pour priorité l'inclusion. C'est un musée qui à la fois se questionne sur l'accès de ces publics, mais aussi met en place une vraie réflexion sur les discriminations de ces publics, de ses employés. C'est un musée qui est complètement conscient des enjeux de société sur ces questions-là et qui a un impact. Je pense que c'est ça souvent qui manque. Un musée inclusif fait attention à ses employés, aux personnes avec qui il travaille aussi. Je reviens sur les partenaires, par exemple. Oui, en fait, complètement. Il y a différents modèles pour les musées inclusifs. En tout cas, celui que moi j'utilise, il travaille à mettre de l'inclusion dans toutes les dimensions de notre structure. Et par exemple, sur les partenariats, c'est assez simple. Il y a des partenaires, par exemple, avec qui on co-construit. Il y en a d'autres à qui on propose des activités. Il y a des partenaires avec lesquels on dépose des appels à projets, donc qui vont être financés pour faire les actions avec nous. Puis il y en a d'autres qu'on appelle au dernier moment. Et en fait, il faut se demander qu'est-ce que c'est un partenariat équitable, comment on respecte tous nos partenaires, notamment ceux qui nous mettent en lien avec les publics les plus fragiles ou les publics les moins traditionnels de la médiation des sciences, pour le cas des musées des sciences. Je voudrais revenir sur ton expérience dans le domaine de l'inclusion et notamment au niveau européen. Tu t'impliques depuis de nombreuses années, avant même d'être indépendante. Tu travaillais auparavant à Traces, à l'espace Pierre-Gilles de Gênes, et tu étais très impliquée dans des actions européennes, notamment sur un projet du groupement d'intérêt via Excite. Donc Excite qui est le réseau des muséums et des centres de sciences européens. Voilà, tu t'es impliquée sur un projet avec plusieurs acteurs d'Europe. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet ?
Oui, alors le tout début, je pense, c'est 2016. On est à la conférence Excite et l'une des personnes invitées pour faire la keynote, donc la présentation inspirante à toute la communauté, c'est une femme qui s'appelle Elisabeth Rosé-Koala, qui est sud-africaine. Et je vous invite à l'écouter au moins une fois dans votre vie. C'est noté. Elle est et vraiment de façon très directe et très claire. Elle nous a dit, ça fait des années que vous vous interrogez sur l'inclusion des publics, devenir plus inclusif, et vous avancez pas. Vous avancez pas parce que c'est pas votre priorité, en fait. Admettez-le. Et c'était assez... Elle a raconté ça en tant que quoi? C'est quoi sa spécialité? Elle travaille dans quel domaine? Elle est spécialiste de la communication des sciences et elle travaille en Afrique. D'accord. Et donc, elle, ce qui est très intéressant, elle est chercheuse aussi. Il y a un ouvrage d'elle qui va sortir dans pas très longtemps, mais elle s'interroge aussi comment on décolonise la communication des sciences et comment on valorise d'autres savoirs que ceux qui sont produits, on va dire, dans le monde occidental majoritairement. Mais sur quels critères elle arrive donc à cette rencontre Excite et elle affirme donc, vous êtes à côté de la plaque, ça ne marche pas, l'inclusion dans les musées. Et sur quels critères elle dit que ça n'avance pas? Alors, notamment, elle nous dit, regardez-vous, on est 1000 professionnels de la médiation des sciences en Europe, qui est présent et qui n'est pas là. Donc, clairement, elle pointe du doigt le manque de diversité de la communauté des musées de sciences. En gros, ce qu'elle dit, c'est vous êtes homogène. Elle parle d'homogénéité, de couleur de peau, elle parle de parité, de questions de genre, elle parle de tout ça? Je pense qu'elle parle de tout ça. Je pense qu'elle parle même de tout ça dans une approche intersectionnelle. Bien sûr, ce qu'on se dit d'abord, c'est elle se dit vous êtes tous blancs presque. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que on est très homogène dans nos parcours. Oui, bien sûr. Et c'est une communauté qui effectivement est très diverse et fait beaucoup de choses, mais on est plutôt homogène. Il y a très peu de gens qui n'ont pas de diplôme dans notre communauté. Tout à fait. Au contraire, on a plutôt une surreprésentation. On est plutôt avec des CSP+, dans nos publics et aussi dans les professionnels, évidemment. Tout à fait. Alors, du coup, grosse claque, si je comprends bien quand même, pour le réseau de professionnels. Donc, vous montez ce projet en 2016 qui vise justement à faire un état des lieux et à mettre en place des choses, des outils aussi au service des muséums et des centres de sciences. Comment ça s'est déployé sur le terrain, ce projet-là ? Alors voilà, c'est ça, grosse claque avec tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout contents, voilà. Mais nous, on s'est dit bon, mettons-nous ensemble ceux qui sont plutôt d'accord, mais qui savent pas trop où aller. Et on était une dizaine de plusieurs pays différents, et on s'est aussi dit qu'on avait aussi besoin de se former et de s'auto-former. Donc dans un premier temps, c'était un espace où on s'auto-formait, on échangeait des ressources. On partageait nos différentes expériences. À ce moment-là, moi, je faisais beaucoup de programmes inclusifs, mais sans être vraiment dans une transformation profonde de la structure dans laquelle je travaillais. Oui, des programmes inclusifs avec notamment eFabric, un projet que j'invite nos auditeurs à aller checker sur le net, un projet de traces. Alors, je dirais qu'eFabric, c'est vraiment le premier projet que j'ai conçu en ayant en tête que l'inclusion, c'était pas uniquement cet accès temporaire de certains publics. Donc il est un peu entre les deux. Mais voilà. Et en fait, on a commencé à créer un cadre de réflexion pour pouvoir se dire à quoi ça ressemble un musée inclusif. Exactement la question que tu m'as posée. Quels seraient les indicateurs d'un musée inclusif? Enfin, qu'est-ce qu'il y a en termes de stratégie? Tu vois, à quoi ça ressemble un conseil d'administration d'un musée inclusif, comment sont formés les médiateurs d'un musée inclusif. Et donc, comme ça, on a créé une liste d'indicateurs pour le musée inclusif. En parallèle, moi, j'ai travaillé aussi à créer un outil d'auto-évaluation pour les structures. Et en 2020, Excite commence à se dire ils font du bon boulot, ce petit groupe autogéré et un peu foufou, et il nous propose une bourse, un financement. Alors c'est 10 000 €.
Et on était une trentaine d'organisations, donc vous imaginez, il suffit juste de faire une division, c'est pas énorme. Non, mais les 10 000 euros vous ont permis d'aller sur le terrain et de tester un peu ces indicateurs, d'éprouver ces indicateurs que vous aviez posés, c'est ça ? Exactement. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, donc de 2020 à 2021, on a 17 organisations de toute l'Europe qui ont testé ces outils. Des grandes, des petites. Il y a des musées où ils sont 3. Il y a des gros musées où ils sont des centaines. Et ça nous a permis de passer à une deuxième version de ces outils qu'on a pu mettre sur un site internet qui s'appelle diversi.eu. Et donc sur Diversi, on peut aller justement checker ces critères, ces indicateurs, ces outils d'auto-évaluation. Et moi, je vous propose aussi d'écouter dès à présent ce qu'en dit Nathalie Bondil de ces questions d'inclusion. Elle est aujourd'hui directrice de l'Institut du monde arabe à Paris. Et à l'époque de l'extrait, elle est directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En fait, ce n'est pas le musée qui va dire voilà ce que nous vous proposons. C'est plutôt le musée qui va dire de quoi avez-vous besoin, comment est-ce qu'on peut être utile pour vous. Et à ce moment-là, donc, on va inventer, on va co-créer un programme avec une institution. Par exemple, je pense à donc, un programme qui s'appelle Fil d'Art. Donc, on travaille avec la Société d'Alzheimer, donc, qui a ses patients. Évidemment, nous, en tant que muséologues, on ne sait pas comment rejoindre des patients d'Alzheimer. Alors, on travaille avec les experts donc, qui sont en lien avec ces publics et avec eux. Donc, on invente des projets pour eux. Et c'est exactement la même chose que l'on fait pour toutes sortes de publics parce que je pense que nous devons donner la parole et l'expertise à ceux qui l'ont et à ceux qui travaillent vraiment avec des publics qu'on veut rejoindre. Donc ce qu'elle soulève là, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut travailler seul, nous, à l'inclusion de nos établissements ? Je pense que la seule façon aussi d'avoir un rapport équitable dans nos projets, c'est de reconnaître l'expertise qu'on n'a pas et de la valoriser chez les autres et de travailler sur ces questions. Je pense que parfois, on s'improvise aussi, expert de certains publics sans avoir une vraie connaissance profonde. Moi, je pense pas que ayant travaillé pendant des années avec, par exemple, je sais pas, je dirais des jeunes ayant quitté le système scolaire très tôt et non qualifiés, je suis une spécialiste du sujet. J'ai appris, mais formée sur le terrain. Je me suis formée sur le terrain, mais j'ai toujours besoin des experts qui les connaissent et aussi d'eux, parce que tes programmes sont plus forts quand tu travailles avec les gens à qui ils sont destinés. Et pour moi, c'est pour ça que la question de la participation, au sens noble de la participation et pas de l'interactivité, si vous voulez, parce que parfois on mélange les deux, elle est indissociable de la question de l'inclusion. Ouais, tu parles du participatif. Justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce qu'un musée inclusif est obligatoirement un musée participatif ? Oui. C'est catégorique. C'est trop court, mais c'est, oui. Il faut passer par là. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire seul, bien sûr, mais dans l'idée de l'inclusion, il y a cette idée de se transformer profondément. Et je crois peu à une transformation profonde et durable en étant que entre soi. Oui, on doit changer nos pratiques. C'est ça. Alors justement, en parlant de changement de pratique, Lauriane va aujourd'hui nous parler du musée des Augustins et plus particulièrement de sa programmation culturelle engagée en termes d'accessibilité. Écoutons-la. Et oui Marlène, au musée des Augustins, le musée des Beaux-Arts de Toulouse, l'accessibilité est un prérequis nécessaire pour l'inclusion. Ces questions font vraiment partie de leur ADN. Ils ont d'ailleurs un poste entièrement dédié avec une personne référente qui fait le lien entre le musée et les partenaires, les personnes concernées dont on parlait, pour co-construire des projets et nourrir cette stratégie globale inclusive. Et le musée des Augustins est fermé pour travaux depuis quelques années, il me semble. Oui, il est fermé et à la base, l'un des objectifs de ces travaux, c'était de rendre le musée plus accessible
accessible aux personnes à mobilité réduite. Au final, cette fermeture, elle a été bénéfique et elle a même eu des répercussions considérables. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils ont totalement repensé leur manière de concevoir les visites. Ils ont justement revu leurs pratiques. Exactement. Mais avant ça, ils ont testé, ils ont expérimenté et ils se sont trompés aussi. Par exemple, ils ont essayé de proposer un créneau de visite le jeudi à 18h pour les personnes sourdes et malentendantes. Et au final, le constat, c'est que un seul créneau, c'est plutôt contraignant et exclusif. Et je dirais même que ça peut en devenir excluant. C'est encore une fois le musée qui propose et le public qui dispose. Et ça, c'est pas du tout le type de relation que le musée des Augustins voulait entretenir avec ses visiteurs. Pour eux, c'était dorénavant à eux, à leur programmation culturelle et à leur offre d'être plus équitable et accessible à tous. C'est donc dans cette volonté d'accessibilité universelle que l'équipe a mis en place un parcours sensoriel ouvert à toutes et tous et à tout moment. Ce parcours, il permet de découvrir les œuvres via différents chemins où la même information est traitée sous différents médias et canaux sensoriels. Ils veulent vraiment faire en sorte que n'importe quel visiteur qui rentre dans le musée ne se sente pas mis à l'écart et puisse avoir le choix de prendre un dispositif spécifique ou alors de circuler en totale autonomie. Et on parle ici d'une accessibilité physique, mais aussi intellectuelle et cognitive, parce que pour tendre au maximum vers une langue accessible à tous, c'est un parcours qui a été traduit en anglais, en langue des signes et en facile à lire et à comprendre, ou FALC. C'est une méthode qui simplifie l'information et qui la traduit en langage compréhensible par le plus grand nombre. Donc l'objectif du musée des Augustins, c'est donc de moins segmenter leurs offres. C'est ça, et faire en sorte que sa programmation culturelle soit la plus inclusive possible. Pour ça, les visiteurs sont remis au centre de la réflexion et l'idée, c'est de trouver des connexions sensorielles et émotionnelles entre les différents types de publics pour permettre à chacun de vivre sa propre expérience muséale. Merci Lauriane, et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ecosciencesud.fr. Vanessa, alors Lauriane nous parlait à l'instant donc d'offres inclusives globales. Est-ce que toi aussi tu tends plutôt vers ça ? Est-ce que la question de l'inclusivité, c'est de segmenter les offres, ou est-ce qu'on est plutôt sur une offre qui sera inclusive pour toutes et tous ? Là aussi, sans surprise, effectivement, c'est plutôt vers ça que je tends aussi. Et oui, mais il y a la théorie, il y a la pratique en fait. C'est ça la question. Alors, moi, j'aime bien le concept de l'inclusion choisie, qui fait un peu moins croisade. C'est que ça reste un choix. C'est que les publics, c'est que le non-public. Enfin, moi, je pense qu'il y a du non-public. Si on parle notamment des musées de sciences, il y a des gens pour qui ce n'est pas intéressant. Ça peut briser nos cœurs, mais c'est le cas. Et la question des non-publics, pour moi, elle est OK quand elle est choisie et que c'est pas une exclusion. Bien sûr, ouais. Alors après, la segmentation du public, elle est faite par nous. Et donc, c'est pour moi aussi une forme de ségrégation des publics. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est effectivement cette mauvaise expérience de se dire on va leur proposer ça, une expérience spéciale. C'est un peu ce que je te disais sur l'accès à un moment précis, occasionnel, accès. Oui, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que ça soit un accès permanent. Ouais. Il faut qu'on soit capable de proposer un accès permanent à tous les publics. Et aussi qu'on permette aux gens de se rencontrer. Moi, je vois aussi le musée comme un espace social. Et pouvoir être avec des gens avec qui j'ai pas l'occasion d'être et d'évoluer, partager l'espace avec eux, je trouve que c'est nécessaire. Là, on parlait du handicap. Le handicap est aussi caché beaucoup dans nos sociétés. Donc, se proposer un musée où on partage l'espace et on apprend à être ensemble dans nos besoins différents, dans nos expériences différentes, je pense que c'est aussi le rôle social des musées. Tout à fait. Je voulais revenir sur Diversi. Tu en as parlé tout à l'heure, donc j'invite nos auditeurs à voir les liens en ressources complémentaires du podcast pour aller voir les détails des indicateurs, des méthodes, etc. Tu parlais tout à l'heure donc d'évaluation de la part des musées, de leurs pratiques, pour pouvoir déjà faire un état des lieux de est-ce qu'on est bon, pas bon,
et selon les résultats, vers où on va. Est-ce que dans tes pratiques, toi, d'accompagnement des musées sur ces questions-là, tu travailles aussi à de l'étude des publics, tout simplement? Parce qu'on n'arrête pas de dire, c'est pas nous qui arrivons en disant on vous donne ça, c'est plutôt les musées qui doivent se positionner. Je reprendrai les termes de Nathalie Bandil. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Alors, est-ce que du coup, c'est des choses que tu mets en place, les études des publics, pour les questionner, ne serait-ce que sur leurs attentes? Oui, je pense que c'est... il y a des outils très pratiques pour pouvoir collecter l'avis des publics et des non-publics. Comme quoi? Moi, j'utilise beaucoup les focus group, Ouais, qui sont les entretiens. Des entretiens collectifs pour faire discuter des gens sur des thématiques données, c'est ça? Exactement. Et donc, je trouve que aussi le côté entretien collectif, c'est notamment pour les non-publics qui te connaissent pas et passer du temps et partager avec toi, c'est leur demander beaucoup. Et aussi, en fait, les valoriser. C'est-à-dire que souvent, moi, je recommande que soient rémunérés les participants des focus group. Ah oui. Que ça soit pas... si on se dit que c'est une expertise, elle doit être rémunérée ou elle doit être valorisée. Oui, parfois, rémunérée ou gratifiée. Il existe aussi des façons d'inviter les participants à ces focus group à venir au musée gratuitement ou à venir dans le cadre de rencontres spécifiques, des choses comme ça. Exactement. Alors après, c'est difficile de dire aux gens, on vous offre une entrée pour notre musée qui n'est pas encore inclusif. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est moi, je pense que, il faut pas, ça peut être aussi rémunéré la structure. Tu vois, si tu travailles avec une MJC par exemple sur ces focus group, ça serait donner une petite subvention à la MJC et puis eux ils mettent en place les programmes qu'ils ont envie de mettre en place pour ces publics-là aussi. C'est pas forcément de l'argent de la main à la main, mais je pense que aujourd'hui l'argent est quand même la façon dont on rémunère l'expertise, puisqu'on a des experts qu'on rémunère au quotidien, mais c'est rarement les experts sur les questions des publics exclus. Est-ce que tu as des exemples de musées ou de centres de sciences ou de muséums qui, pour toi, pourraient être un modèle ou inspirant? Alors, je trouve que c'est une question très difficile, parce que plus on travaille dans l'inclusion, puis on se rend compte que le chantier est long et que c'est un processus profond où je vais pas me cacher, on a l'impression que c'est jamais fini. Une fois qu'on s'y met, en fait, on se rend compte de l'étendue de ce qu'il y a à faire. Mais pour autant, il y a bien des structures, maintenant toi qui es impliqué quand même dans ces actions-là, est-ce qu'il y a des structures en France, des établissements en France ou en Europe qui quand même pourraient inspirer nos auditeurs? Je pense qu'il faut chercher des inspirations sur des choses très précises. Tu vois, moi je trouve que il se passe des choses intéressantes à Cap Science, pas ce qui se passe dans les murs, mais ce qui se passe hors les murs. Alors, Mariette en parlera justement tout à l'heure dans sa chronique. De la même façon, Trace avec le programme de centre de sciences éphémères qui s'implante dans des quartiers politiques de la ville. Voilà, ça je trouve ça très intéressant sur comment on propose autre chose que faire venir les gens à l'intérieur du musée. C'est intéressant parce que tu montres bien en fait que finalement la question de l'inclusion, elle regroupe vraiment plein de thématiques qui sont portées par nos établissements. Là, tu es en train de parler aussi de hors les murs, qui est aussi une vraie stratégie, enfin il y a une vraie dimension politique derrière ça. Donc, tout à fait. Tout se recoupe, les questions d'accessibilité également, enfin, tout est lié. Et par exemple, sur l'accessibilité, tu vois, je pourrais donner l'exemple de la Cité des Sciences. Il y a des choses, ça fait des années, je pense qu'elle fait 25 ans qu'ils travaillent sur la question de l'accessibilité et ils font un super travail en ayant aussi une équipe de personnes en situation de handicap qui travaillent sur ces sujets. Et en même temps, il y a d'autres domaines où je dirais qu'ils sont pas du tout inclusifs. Donc c'est très dur de donner une structure en modèle parce que finalement, si aujourd'hui on est c'est aussi dur d'avancer sur ces questions, c'est que personne n'a trouvé la recette magique. Oui, parce qu'en fait, ceux qui travaillent à aller vers une inclusion, finalement, le travail, on est quand même en opposition avec ce que tu disais, qu'idéalement, il faudrait aller sur de l'inclusif pour toutes et tous. Finalement, on travaille encore pour l'instant sur des petites segmentations avec des publics cibles, etc. C'est ça, c'est pas au cœur de... En fait, si
si on veut vraiment devenir inclusif, il faut accepter de donner la priorité à l'inclusion. Et je pense qu'il y a quand même un conflit à l'intérieur des structures, mais même à l'intérieur de la communauté, en se disant, est-ce qu'on a vraiment envie que ça devienne le centre de nos actions ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de faire des petites actions ? Et c'est là, pour moi, un des grands freins, c'est que finalement, on se contente parfois d'une approche que moi je dis clairement charitable. C'est vraiment une opération souvent je donne l'exemple des pièces jaunes. J'ai l'impression qu'on se dit on va faire la semaine pièces jaunes quand on fait les femmes et sciences, une expo une semaine, ou pire, une journée pour la journée des droits des femmes. Et c'est ça qui nous bloque, parce que en fait, l'énergie qu'on met pour faire ces mini-actions, on pourrait l'utiliser pour vraiment mettre en place une stratégie qui centre l'inclusion dans nos activités. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des projets innovants, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas plein de choses fantastiques, mais il y a comme un blocage à se dire on va faire de l'inclusion une priorité. Alors, avant autre chose. Et j'ai l'impression, donc à t'écouter, puis quand on reprend la chronique de Lauriane également, que dans les établissements où il y a des choses quand même qui se font, tu parlais de Cap Science, Lauriane elle parle du musée des Augustins, dans ces établissements-là, il y a des postes qui sont dédiés à l'inclusion. Alors, ça pose quand même une question de budget, de ressources, de compétences, etc. Est-ce que ça veut dire que des petits musées qui n'ont pas ce temps ou ces ressources ne peuvent rien faire en termes d'inclusion ? Ou est-ce que toi, tu as des idées de choses que pourraient faire les petits musées qui nous écoutent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour commencer à travailler sur ces questions d'inclusion, ou pour continuer à travailler dessus, parce que beaucoup font des choses quand même ? Oui. Au contraire, je me dis qu'il y a une forme d'agilité des petites structures qui est pas inintéressante. Je suis pas sûre que l'opposition grande et petite structure se fasse à ce niveau-là pour les questions d'inclusion. Effectivement, avoir un poste, c'est super. Après, autant il faut que la personne ait les moyens de mettre en place ce qu'elle veut mettre en place. Bien sûr. Le soutien de la direction pour mettre en place les activités. Je dirais, moi, ce que j'ai appris, et on parlait de l'expérience de Diversi, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire tout seul. Le faire collectivement avec d'autres structures, c'est aussi une façon de mutualiser les ressources et se dire, plutôt que d'avancer toute seule sur ces questions, je travaille avec des partenaires. Ça peut être au niveau régional. Je sais qu'il se passe en ce moment dans le nord de la France un projet qui réunit plusieurs structures de médiation pour avancer sur ces questions. Et puis, ce qui veut dire que quand ils font venir une experte sur ces questions, ils partagent les frais, par exemple. Ça revient moins cher. Bien sûr. Et aussi, ils bénéficient de l'expérience des uns des autres. Mon premier conseil, c'est pour des structures qui ont déjà mis en place, on va dire, des offres ségrégées, ça serait de retourner voir ses partenaires et d'analyser ce qui s'est passé, comment ça aurait pu mieux se passer, quel pourrait être l'avenir de ce partenariat, et de construire à partir de cette première expérience quelque chose de plus profond avec les partenaires avec lesquels ils ont travaillé sur cette expérience. C'est un premier pas. Un travail de bilan, tu veux dire, donc d'évaluation. Et donc là encore, il faut avoir les outils quand même. Tout le monde n'est pas en capacité non plus. Il faut trouver ces outils d'évaluation. Et justement, Mariette, aujourd'hui, voulait nous faire un focus sur un projet européen qui y travaille, iMove. C'est parti pour Vue sur le web. Et oui, aujourd'hui, direction Cap Science, où on vient d'en parler, nos collègues bordelais sont déjà très impliqués dans des actions inclusives, avec un poste donc carrément dédié à cela, qui est occupé par Alexia Saunois. Alors Alexia, c'est elle qui est justement à l'origine de ce projet iMove. Elle est partie du constat qu'il manquait donc aux professionnels des indicateurs, des normes, un plan d'action et de formation, et en s'inspirant d'outils existants comme la moulinette. Un outil bien connu d'aide à la conception des projets de médiation. Tout à fait, elle y a rajouté donc à ce côté inclusif qui y manquait. Elle a proposé à des partenaires de Diversi de faire partie de l'aventure, et c'est comme ça qu'est né, je cite, ce projet de coopération européenne qui vise à développer des outils pratiques sur les thèmes de la DEAI. Donc ça veut dire quoi ? Diversité, équité, accessibilité et inclusion. Bien, vous avez bien retenu. Pour les professionnels du secteur culturel et qui cherchent à favoriser une évolution des pratiques dans ce secteur.
Du coup, quel partenaire avec CapScience sur ce projet ? Alors voilà, le côté participatif, on y est en plein là. Aux côtés de CapScience qui est leader donc, du projet, il y a le centre de sciences Scienza Viva do Algarve à Faro, le réseau Musei Civici de la ville de Reggio Emilia, le réseau néerlandais des centres de sciences, ainsi que des chercheuses de l'Université catholique de l'Ouest jusqu'en août 2022. Toutes ces personnes donc, forment ce projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, sur les années 2021 donc à 2024. Donc des acteurs qui étaient aussi mobilisés avec Vanessa sur le projet Diversi. Alors comment ça se passe concrètement ? Leur but, c'est vraiment d'accompagner les personnels des musées, des centres de sciences ou de toute autre structure culturelle au cours d'un apprentissage qui va les aider donc à accueillir le mieux possible au sein de leur structure les non-publics, les non-visiteurs ou toute personne qui pourrait s'y sentir mal à l'aise. Et puis particulièrement les minorités donc en termes de genre, d'ethnicité, de situation de handicap, de culture, d'âge, etc. Et donc cette boîte à outils, elle propose quoi ? Alors elle est déjà disponible en 5 langues européennes, ce qui est pas mal. Et elle propose donc un scanner qui est un outil d'analyse donc, et d'auto-évaluation qui va leur permettre donc, à ces professionnels de constater les pratiques, ce qu'on fait, en identifiant donc, les questions de DEAI pour définir une méthode, ce qui est crucial et dont on manque donc bien souvent. Des ressources pédagogiques avec notamment un module de formation pour renforcer les compétences DEAI par une approche donc, qui est centrée sur l'utilisateur et qui fait dialoguer sur toute théorie et terrain, ça, c'est important aussi. Et enfin, un livret blanc de recommandations qui, lui, est prévu pour janvier 2024. Alors, on peut d'ores et déjà tester la version bêta du scanner en s'inscrivant via leur site. Et je ne sais pas vous, Marlène et Lauriane, mais moi, j'ai assez envie de tester tout ça, car ça a l'air assez accessible et complet. Donc, rendez-vous sur iMoveProject.eu pour retrouver tous ces outils. Merci Mariette. Sans réserve, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invitée, Vanessa Mignan. Pour les curieux et les curieuses, nous avons évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quai-des-savoirs.fr, rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Instant Science, à la prise de son Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieuses et curieux.